Sénégal, c'est un grand cru, il y en a eu 5, dont 3 qui sont directement reliés à la pathologie, disons, coronaire. 2 sur les facteurs de risque, le diabète, les dyslipidémies, et puis une sur la maladie coronaire chronique. Alors je pense que le message le plus important dans ces recommandations, c'est qu'on a essayé d'avoir une stratification du risque commune à ces 3 recommandations, pour que les gens parlent de la même chose et que les interventions soient faites chez par exemple des malades à très haut risque, mais que le malade à très haut risque soit défini de la même façon dans les 3 recommandations. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important, puisque les recommandations sur le diabète et sur les dyslipidémies, ça va de la prévention primaire jusqu'à la prévention secondaire, avec un très large spectre du risque qui n'était pas défini de la même façon par rapport aux patients symptomatiques de la maladie coronaire chronique. Et je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment majeur. Donc sur les maladies coronaires chroniques, le deuxième message qu'il faut retenir, c'est que ce n'est plus uniquement la maladie athérothrombotique stable, mais c'est d'autres entités, et ça dépend en fait de la façon dont on a découvert la maladie. Et le deuxième message important de ces recommandations, c'est l'avancée de l'imagerie, en particulier du scanner, dans l'identification de la maladie. Et enfin, le troisième message, c'est les traitements sur le long cours, et en particulier sur le traitement antithrombotique au long cours. Ça a été bien redéfini, avec pour la première fois une recommandation pour le rivaroxaban chez les malades qui sont jugés à très haut risque. Et ce très haut risque de maladie coronaire chronique, il est bien défini. C'est les malades multitronculaires avec insuffisance rénale, diabétiques, qui ont récidivé. Donc c'est vraiment bien identifié, qui sont à faible risque hémorragique. Et le faible risque hémorragique est identifié avec le consensus sur le haut risque hémorragique qui a été publié il n'y a pas longtemps dans Europanart Journal. Donc on a une très bonne définition du haut risque, une très bonne définition du haut risque hémorragique, et on voit qu'on a juste les curseurs pour utiliser les bithérapies au long cours ou l'anticoagulation au long cours. Dans le diabète, il faut retenir l'avancée des médicaments qui sont en première ligne, notamment les agonistes du GPL1, et puis les antagonistes de la SGLT2 la diminution de l'utilisation de la metformine qui n'a pas beaucoup de preuves. Donc ça, c'est quelque chose de très important chez ces patients diabétiques. Et enfin, pour les dyslipidémies, ce qu'il faut retenir, c'est la définition de la nouvelle fourchette de risque et du LDL cholestérol. Et chez les malades jugés à très haut risque ou qui récidivent, la nouvelle limite, c'est 0,55 g par litre, ou plus de 50% de réduction. Donc il faut avoir l'un et l'autre. Et dans l'utilisation de médicaments, on escalade, c'est-à-dire statine à forte dose, on ajoute les étimibes, et si on n'y arrive pas, on ajoute les anti-PCSK9. Donc on voit qu'il y a eu des gros progrès, et dans le diabète, en fait, ils reprennent ce qui est dit dans les dyslipidémies lorsque les malades sont en coma.